L'affaire Tapie n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Hier, deux acteurs du dossier ont été mis en examen, messieurs Richard et messieurs Rocky. L'État s'apprête à faire un recours en révision de l'arbitrage qui a été rendu en faveur de Bernard Tapie. Et pour en parler avec nous ce matin, le député UDI de la Marne, Charles de Courson, qui connaît bien le sujet, et on va en parler avec lui. Monsieur de Courson, bonjour. Bonjour. Trois petites questions auxquelles vous répondez par oui ou par non, de préférence. La première question, est-ce que la vente d'Adidas, propriété de Bernard Tapie, par le consortium de réalisation du Crédit Lyonnais en 1994, d'après vous, cette vente revêt-elle un caractère frauduleux? Non. Non. Pour une raison très simple. Je vais vous expliquer, puisque ça a été vendu au prix qu'avait demandé Bernard Tapie et au prix, à très peu de choses près, de l'accord qu'il avait passé avec le groupe Pentland, qui a été annulé suite à un audit catastrophique par le groupe Pentland de Adidas. Si l'arbitrage sur l'affaire Tapie est un jour annulé par la justice, est-ce que Bernard Tapie devra rendre l'argent qu'il a reçu à la faveur de cet arbitrage, 403 millions d'euros? Bien entendu, mais je vous rappelle qu'il n'y a eu que 45 millions qui lui ont été versés directement. Ce fameux scandale du préjudice moral, qui est un scandale national. Ouais. Et le reste, c'est pas lui qui l'a touché, c'est une entreprise dont il est l'actionnaire hyper dominant, puisqu'il devait avoir 94-95%. Donc la réponse est oui, mais après, on reprendra le cours normal de la justice, celui qu'on n'aurait jamais dû interrompre. Alors, on va en parler. Nicolas Sarkozy doit-il être entendu par la Cour de justice de la République sur ce dossier? Mais le président de la République, dans l'exercice de ses fonctions et la décision qu'il a prise d'aller à l'arbitrage, puisque tout le monde sait que c'est lui qui a pris la décision, et il n'en est pas responsable devant la CGR. Ça s'appelle la Haute Cour, et la Haute Cour n'est pas compétente, puisque la Haute Cour n'est compétente qu'en cas de haute trahison. Donc juridiquement, le président de la République est protégé par son statut de président de la République. Je vous invite maintenant à écouter Madame Fleur Pellerin, qui est la ministre de l'économie numérique, qui était ce matin chez nos confrères de RTL. Décision de savoir si Stéphane Richard peut se maintenir à la tête d'Orange? Absolument. La question est posée? Mais la question est posée et je pense que c'est la question à laquelle devra répondre le conseil d'administration qui se réunira de manière extraordinaire dans les jours prochains. Vous connaissez le jour de la réunion du conseil d'administration, Fleur Pellerin? Ça sera en début de semaine prochaine. Mais la présomption d'innocence vaut évidemment vis-à-vis de la personne. Mais ensuite, il y a les intérêts de l'entreprise, les intérêts patrimoniaux, les intérêts des salariés de l'entreprise. On a quand même l'impression, monsieur de Courson, que Fleur Pellerin fait comme si le PDG d'Orange devait démissionner. Écoutez, comme elle le dit, c'est aux 15 administrateurs. Ouais. Un administrateur d'ailleurs a commencé déjà à prendre position, qui est le représentant de la CGT, qui a dit qu'il estimait qu'il devait partir. Mais il y en a 14 autres, dont les 3 représentant l'État. Et Fleur Pellerin a indiqué ce matin que, bien entendu, ils auraient des instructions de gouvernement sur leur vote. Ils n'ont pas vote prédominant. Non, ils ont 3 voix sur 15. Bon, ils peuvent être mis en minorité. Ils peuvent être mis en minorité, tout peut arriver. Simplement, moi j'essaie de penser... Vous seriez plutôt favorable au fait que M. Richard soit démissionné de son poste? Je ne suis pas administrateur. C'est aux 15 administrateurs en leur âme et conscience de trancher d'une question très simple. Est-ce que l'intérêt du groupe est de maintenir l'actuel président dans sa situation juridique plus que délicate à la tête du groupe? C'est à eux d'en décider. D'accord. Alors, simplement, le gouvernement doit aussi contribuer à cette décision puisqu'il va donner des instructions à 3 d'entre eux. On a beaucoup de choses à se dire. Escroquerie en bande organisée, est-ce que c'est pas un motif un peu sévère, un peu abusif pour ce qu'on pourrait reprocher à Stéphane Richard et à M. Rocky d'ailleurs? Non, pour moi, ça reflète assez bien cette qualification juridique au regard de ce que je sais de cette affaire, puisque je n'en connais qu'une partie, ça me paraît assez bien cadré. Alors quels sont les autres escrocs présumés? Bien, écoutez, dans la chaîne de commandement, tout le monde sait que M. Guéant et éventuellement l'un de ses collègues, M. Pérol, qui a été aussi... M. François Pérol, qui est aujourd'hui à la tête
de la Caisse d'épargne Banque Populaire. Oui, ça n'a qui rien était à voir. l'époque Qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée. D'accord. Et Monsieur Borloo, Monsieur Hortefeux. Monsieur Borloo, certainement pas, puisqu'il n'a joué aucun rôle dans cette affaire. Il Oui. n'y a aucune signature, aucun document. Et je vous rappelle qu'il n'a été que 21 jours. C'est pas en 21 jours, ministre de l'économie, que vous pouvez monter cela. Qui est, rappelons-le, le président de l'UDI. Hein. Qui est Votre par ailleurs parti. président de l'UDI, mais je m'en suis entretenu avec Brice lui. Hortefeux. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu d'éléments dans lesquels Brice Hortefeux soit concerné par cette affaire. Et vous êtes d'accord quand Mme Pellerin ce matin dit cela met en lumière un système qui a été mis en place au cours de ces 10 dernières années, un système en fait d'escrocs, quoi. C'est grave. Il y a, sous la responsabilité de Nicolas Sarkozy. Il y a, me semble-t-il, 2 leçons à retirer de cette affaire. La première, c'est la dérive de la Ve République, dans laquelle le président de la République a tous les pouvoirs, les ministres, le vrai Premier ministre, c'est le secrétaire général de l'Élysée, les vrais ministres, ce sont les collaborateurs du président, ses conseillers, qui donnent des ordres directement au ministre en court-circuitant le Premier ministre. Et le jour où il arrive un problème, on dit, mais qui est responsable de quoi? Le Premier ministre, dans l'affaire Tapie, n'a même pas été saisi. Bien entendu, même pas par écrit. Monsieur Fillon, donc. Monsieur Fillon n'a même pas été saisi par Madame Lagarde, ni par écrit, ni par oral. Alors, on se demande la question, mais pourquoi? Quel avantage avaient les personnes qui sont aujourd'hui mises en examen à cet arbitrage et à ce qu'une enveloppe de 403 millions d'euros soit donnée à Monsieur Tapie? Non mais attendez, le vrai problème, c'est pourquoi le président Sarkozy a pris cette décision. Mais oui, pourquoi? Alors là, il y a beaucoup de thèses. Il y a la thèse des primaires qui disent il a fait cela parce que Bernard Tapie avait appelé à voter pour lui. Alors là, vous n'y croyez pas? Ça ne tient pas debout. Financière. Ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que quand Bernard Tapie appelle à voter pour quelqu'un, il lui fait perdre des voix. Ouais, d'accord. Alors la thèse financière. Il y a une deuxième thèse qui est que c'est une rémunération de service rendu par Bernard Tapie lors des élections dans lesquelles Édouard Balladur était candidat à la présidence de la République et son directeur de campagne était Nicolas Sarkozy. Je n'y crois absolument pas à cette thèse. Bon, elle ne tient pas debout parce que je n'avais vu en politique rémunérer un service rendu 12 ans plus tôt. Ça me paraît complètement. Alors, il y a d'autres thèses. Alors, il y a la thèse Patrick Lelay. Alors, c'est une voie. C'est une voie intéressante et sérieuse qui sont les liens extrêmement étroits entre celui qui à l'époque est le directeur général de TF1 et Bernard Tapie, parce que les liens entre eux sont extrêmement étroits. Il faut quand même rappeler. Bernard Tapie qui, à un temps, a été actionnaire ultra minoritaire de TF1. Hein. 3%. Et qu'il a dû vendre d'ailleurs à cause de l'affaire Adidas, puisqu'il ne pouvait pas rembourser son emprunt crédit. Mais même avec ça, ça ne remboursait pas. Donc revenons au lien unissant Bernard Tapie. Je vous rappelle que M. Lelay a sauvé du caniveau Bernard Tapie quand il sort de prison. Il le recrute, il organise un système de rémunération des honoraires du commissaire Valence, qui lui permet de vivre. Et donc, je pense que l'une des voies, c'est d'approfondir les liens entre M. Lelay et M. Tapie. Ce n'est une hypothèse. Hein. Mais alors, M. Lelay, il aurait demandé à Nicolas Sarkozy d'aller en faveur de l'arbitrage C'est une des hypothèses. Oui. C'est une des hypothèses. Et ce qui expliquerait aussi qu'on retrouve M. Lelay aujourd'hui dans le dossier de la Provence? Eh bien, effectivement, mais ceci montre l'étroitesse de leur relation. Oui. Et alors, Nicolas Sarkozy et Patrice Lelay sont très proches l'un de l'autre. On peut dire que M. Lelay a beaucoup aidé le futur président lors de la campagne de 2007. Et d'après vous, M. Lelay doit être entendu par la justice, alors? Non, M. Lelay n'a eu aucun rôle direct dans cette affaire. C'est pas lui qui est responsable. On peut intervenir auprès d'un président de la République au profit d'un ami extrêmement proche. Ce n'est pas sanctionnable. Et M. Guéant aurait joué un rôle là-dedans, alors aussi? Ah ben ça c'est certain, puisque l'une des réunions centrales s'est passée dans son bureau à l'Élysée, en présence de Jean-François Rocky et de Stéphane Richard. Oui, peut-être d'autres personnes, mais ça c'est à l'instruction de se poursuivre. Et donc, M. Lelay, mais quel est l'intérêt principal de Lelay dans cette histoire? Quel aurait été cet intérêt? De rendre un service à son grand ami, Bernard Tapie. Bernard Tapie, d'accord.
Mais c'est une hypothèse. Et alors pourquoi on se demande aussi, Jean-Luc Abraire, qui était le PDG du Crédit Lyonnais pendant les années jusqu'en 1993, il n'a jamais été entendu, lui. C'est normal, ça? La responsabilité de M. Abraire dans cette affaire est très différente. On raconte que M. Abraire a soutenu les affaires Tapie, notamment suite aux pressions du Premier ministre de l'époque, Pierre Bérégovoy, qui lui a demandé de soutenir bien au-delà de ce qu'un banquier aurait dû faire normalement pour empêcher le dépôt de bilan des entreprises de Bernard Tapie avant les élections législatives de 93 qui s'annonçaient déjà désastreuses pour la gauche. Le résultat, c'est que dans cette affaire, il y a eu, si vous voulez, un soutien abusif, mais ce sont les autres créanciers qui pourraient en faire état, pas M. Tapie, puisque M. Tapie a bénéficié de soutien abusif. Alors, il faut, pour nos téléspectateurs, le dire, l'arbitrage a été voté par le consortium de réalisation du Crédit Lyonnais, à l'époque dirigé par M. Rocky. Il a été adopté par Mme Lagarde suite à une note de l'Agence des participations de l'État, à 3 conditions, et il a été voté par l'établissement public de financement et de restructuration auquel vous apparteniez. Dont j'étais l'un des 5 administrateurs. Un des 5 administrateurs. Et le jour du vote qui a été favorable, vous n'étiez pas là. Absolument. Alors, vous étiez retenu dans votre circonscription. C'était un jeudi. Bon, et vous avez eu une conversation téléphonique avec vos collègues de l'EPFR, et néanmoins, vous leur avez pas dit que vous n'étiez pas d'accord avec le vote qu'ils allaient rendre. Je tiens à votre disposition, comme je vous l'ai indiqué dans une lettre que je vous ai écrit, le procès verbal. Je n'étais pas là. Pourquoi? Parce que le conseil d'administration a été convoqué en urgence. C'était un jeudi. J'étais dans ma circonscription. Je ne pouvais pas revenir. Et le président m'a dit, mais est-ce que vous pourriez au moins nous rejoindre par téléphone? Donc je suis arrivé un peu en retard, puisque je présidais un bureau du comité syndical du syndicat du DER, pour être très précis, et j'ai quitté le conseil d'administration avant la fin. En droit, je ne pouvais pas voter, puisque le règlement du conseil d'administration exige une présence physique. Mais et je tiens à votre disposition cette pièce, je me suis beaucoup battu pour demander, mais quelles sont les raisons pour lesquelles on va à l'arbitrage? Puisque j'ai toujours combattu l'arbitrage, comme j'avais combattu la médiation, parce qu'il y a eu une médiation avant, avec M. Burgelin. Mais là, nous avons assez bien manœuvré, puisque nous l'avons tellement bien encadré que M. Bernard Tapie ne pouvait pas en sortir avec un sou une fois qu'il avait remboursé ses dettes. Et donc, il a refusé l'arbitrage, la proposition de M. Burgelin, voilà, pour être précis. Et donc, quand j'ai posé la question aux administrateurs représentant l'État, avez-vous des instructions? Et qui m'ont répondu, nous avons des instructions écrites du ministre de voter en faveur de l'arbitrage, ils étaient 3 sur 5. Donc l'affaire était déjà pliée. Et le 4e, qui était Roland Duloir, qui est un ami qui est sénateur, je savais qu'il voterait. Il avait eu d'amicales recommandations de vote. D'accord. Bien. Et donc, c'était fini. Et donc, j'ai adopté une stratégie qui s'est révélée payante dans la suite de l'opération. C'est que j'ai dit, mais attendez, bon, moi je pense que c'est une erreur, mais puisque c'est décidé, au moins encadrons-le. Donc j'ai demandé qu'on respecte strictement, ce qui n'a pas été le cas, la décision de la Cour de cassation. Il y avait une décision de la Cour de cassation. On va en parler après. Bien. Deuxièmement, j'ai demandé que dans l'affaire dite du Crédit Lyonnais, les 13 millions que devait payer le Crédit Lyonnais en cas de condamnation, on le maintienne. Pourquoi? Parce que le Crédit Lyonnais a refusé l'arbitrage. Et j'avais même mis une condition que l'acceptation de l'arbitrage par le Crédit Lyonnais, et qui n'a pas été rempli, puisque le Crédit Lyonnais, qui était devenu une filiale du Crédit Agricole, a refusé d'aller à l'arbitrage. À tel point que quand la décision d'arbitrage est tombée, et qu'on a demandé au Crédit Lyonnais de payer les 13 millions, ils ont refusé. Et le grand danger pour Bernard Tapie, c'était que le Crédit Lyonnais dise, ben moi, je vais à la cour d'appel de Poitiers, moi je continue. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait M. Bernard Tapie, avec la complicité de M. Rocky? Il a dit, pas de problème, je prends à ma charge les 13 millions, ce qui était absolument illégal. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles M. Rocky se retrouve également accusé devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Alors vous savez, puisque vous connaissez parfaitement le dossier, que la justice, au moins dans un premier temps, donnait raison plutôt à Bernard Tapie, estimant que Bernard Tapie avait été floué par la vente d'Adidas
selon un schéma qui est très complexe, c'est que, je ne vais pas résumer ici, mais en gros, c'est le Crédit Lyonnais qui a racheté à soi-même, via des sociétés offshore, la société Adidas, et puis après qu'il l'a vendue à Robert Louis Dreyfus. Et Bernard Tapie estime qu'il a eu un manque à gagner dans l'affaire. Mais ce que je voudrais revenir, c'est sur l'arrêt de la Cour de cassation. L'arrêt de la Cour de cassation, qui là, pour le coup, est défavorable à Bernard Tapie. Oui. C'est un arrêt qui se prononce uniquement sur la forme, et qui dit deux choses principalement, dont l'une qui dit, en fait, c'est le CDR qui agit en justice, alors que c'est le SDBO qui aurait dû le faire. C'est vraiment le SDBO qui était l'ancêtre du CDR. Donc c'est vraiment, vous me direz, pas grand-chose quand même comme reproche. Non. Il y a un problème d'interprétation de la décision de la Cour de cassation. Ouais. Je suis parti de ceux qui interprètent la cassation partielle de la Cour d'appel. Enfin, il faut revenir à la décision de la Cour d'appel. La décision de la Cour d'appel, grosso modo, consiste à dire on donne un tiers de la plus-value, ça a été revendu 700 millions et, de francs à l'époque. De francs, et la vente qui avait été faite avec l'accord de Bernard Tapie était de 300 millions. Donc, ils lui ont donné le tiers des 400 millions, 130 millions. C'est la décision de la Cour d'appel. Ça a été extrêmement critiqué par la doctrine, cet arrêt, puisque cet arrêt présupposait un droit au crédit de M. Tapie. Or, il n'avait plus de banquier. Et donc, c'est un point très important, la Cour de cassation dit qu'il n'y a aucun motif d'indemnisation au titre de la plus-value. Par contre, le Crédit Lyonnais a commis deux fautes. Une première faute qui a été le défaut de conseil, ils n'ont pas été transparents à l'égard de M. Tapie. C'est purement juridique, parce qu'entre nous, c'était dans la presse. Bien. Donc, mais ils ne l'ont pas formellement indiqué par écrit. C'est ça la faute qu'a fait le Crédit. Ils ont fait une deuxième faute, qui est de se porter contrepartie. Et non pas via des montages très compliqués. Comme ils ne trouvaient personne pour reprendre suite à l'échec de la reprise par Pentland, qui avait été montée par Bernard Tapie, ils ont trouvé Robert Louis Dreyfus, qui intelligemment a mis ses conditions, disant je veux bien racheter. Mais il a mis ses conditions. Et les conditions, c'était que le Crédit Lyonnais lui prête 100% du montant. Ouais. Qu'en cas d'échec, c'était le Crédit Lyonnais qui portait 100% de la perte. Et en cas de succès, c'était 2 tiers pour le Crédit Lyonnais et 1 tiers pour lui. Si vous trouvez un banquier dans le monde qui vous fait un prêt dans ces conditions, vous êtes riche, puisque par définition, vous ne pouvez que gagner. Alors, il y en a un autre qui est riche aujourd'hui, qui a été riche, c'est Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget. Vous présidez la commission d'enquête parlementaire sur ce dossier. Quand est-ce que vous allez entendre M. Cahuzac? Nous allons entendre M. Cahuzac le 26 juin. Nous devions l'entendre hier, mais nous l'avons déporté au 26 juin pour que ça ne perturbe pas les élections législatives qui ont lieu dimanche prochain à Villeneuve-sur-Lot et le dimanche d'après, parce qu'il semble bien qu'il y aura 2 tours. Et vous entendez aussi M. Valls, Madame Taubira, nous auditions Mme Taubira et peut-être le Premier ministre. Nous devons en rediscuter. Et nous progressons dans la révélation de la vérité. Et vous ne pouvez pas entendre le président de la République? Non, nous pouvons entendre le président de la République, mais nous entendrons, avec l'accord du secrétaire général de l'Élysée, le préfet Zabulon, qui a eu un contact avec M. Gonel, qui lui a proposé de lui remettre la cassette, la fameuse cassette. Alors, c'était Charles de Courson qui nous a expliqué sa version, ses connaissances, qui nous a donné ses connaissances sur le dossier Tapie, qui est fort compliqué, qui nous dit que, parce qu'on se pose la question, pourquoi cet arbitrage et pourquoi cette somme versée à Bernard Tapie, et M. de Courson nous dit qu'il faut peut-être aller chercher du côté de l'ancien PDG de TF1, M. Patrice Lelay. Monsieur de Courson, merci et bonne journée. Je vous en prie, bonne journée. Merci.